Le premier problème, s'il vous plaît, si on peut fermer la porte, la première problématique aujourd'hui dans l'hypertension artérielle, c'est le diagnostic et les objectifs tensionnels. Parce qu'en 2016, ce n'est pas encore clarifié. Ce n'est pas clarifié. Je n'ai pas l'objectif de tension. Si vous avez un malade qui a 14,5, 9,5, est-ce qu'il a une hypertension artérielle ou pas? On a pris plusieurs mesures, plusieurs jours de suite, et on trouve 14,5, 9,5 pratiquement à chaque fois. Il a 45 ans. Alors, s'il vous plaît, comme on est nombreux, ceux qui vont poser le diagnostic et traiter, levez la main. Ceux qui ne traiteront pas, levez la main. Ben, je ne traite pas. La minorité a gagné. C'est pas fréquent, mais c'est comme ça. Alors regardez bien ce schéma, s'il vous plaît. Ceux qui ont dit il faut traiter ont oublié l'effet blouse blanche. L'effet blouse blanche, s'il vous plaît, on ne peut pas tous parler en même temps. Si vous mesurez 15, 9, 15, 10 plusieurs fois à votre malade au cabinet, plusieurs jours de suite, ce n'est pas une hypertension artérielle tant que vous n'avez pas contrôlé la tension en dehors du cabinet. Clair ou net? Est-ce qu'il y a encore des objections? Si vous n'avez pas contrôlé la tension en dehors du cabinet, vous ne posez pas le diagnostic. S'il vous plaît, je suis obligé de crier plus fort. Anna, je vous propose, essayez de faire le silence, comme ça, je n'ai pas besoin de crier plus fort. D'accord? Alors regardez, ce qui est encadré, c'est les gens qui ont une tension supérieure à 14,9 office, au cabinet. Eh bien, ici, ceux qui ont une hypertension vraie et ceux qui ont un effet blouse blanche, parce qu'à la maison, out of office, elle est normale. Et sur 4 hypertendus, comme ce malade qu'on a vu, eh bien, 3 auront une vraie hypertension, et vous avez bien fait de les traiter, mais un malade sur 4, vous allez vous tromper et le traiter par excès. C'est pour ça que, avant de traiter, surtout à des valeurs de 15, jeunes, il n'y a pas le feu. Il faut mesurer à l'extérieur du cabinet, que ce soit l'automesure ou en pharmacie, ou s'il a le luxe d'avoir une assurance ou une prise en charge, de faire un holter de tensionnel, un MAPA, pour confirmer l'hypertension artérielle. Ça, c'est le point vraiment numéro 1 qui est très important. Non, la femme enceinte est un cas particulier, c'est des choses rares. Si mon premier message est passé, c'est le plus important. On n'a pas le temps de parler de femme enceinte, ça pourra faire l'objet d'autre chose un autre jour. Alors, regardez, à partir de 13,5, 8,5, il y a hypertension. Et à partir de 13,8, au holter, il y a hypertension. Ceci, ce sont les recommandations européennes. À la maison, c'est 13,5, 8,5, et sur le MAPA, sur le holter tensionnel, 13,8. Ça, c'est les Anglais, British Heart Society. Eh bien, depuis 2011, ils nous disent, si vous n'avez pas un holter de tension, vous n'avez pas d'hypertension artérielle. Le diagnostic passe obligatoirement par le holter. Ça, c'est les Anglais. On n'y est pas. Tout le monde ne peut pas faire un holter. Ça coûte cher. Donc, la moindre des choses, c'est de mesurer la tension à la maison ou en pharmacie, plusieurs fois. Et la deuxième question qui se pose aujourd'hui, c'est l'objectif de tension. L'objectif tensionnel chez les hypertendus, à partir de quand on va donner au cabinet, vous avez vu 14,9. Eh bien, depuis 2014,
Et ce qu'on dit, c'est que depuis 2014, on est tous d'accord qu'à partir de 14,9, il faut traiter. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on nous dit que chez les Américains, les gens qui ont plus de 60 ans, eh bien on attendra qu'ils aient plus de 15 avant de les traiter. Donc plus de 60 ans, c'est plus de 15, moins de 60 ans, 14, 9. D'accord ? Voilà, ça ce sont les objectifs. Et on est très content que même les diabétologues, pour les patients diabétiques, en 2016, ont choisi le 14 sur le 9. Donc, ce qu'on peut dire que l'objectif de tension, c'est 14, 9 pour tout le monde. Pour les plus âgés, on peut accepter 15, 9 pour commencer un traitement. Voilà, qu'il soit diabétique ou pas, qu'il soit rénal ou pas. Les Européens ont des chiffres un petit peu décalés, mais franchement, si vous ne voulez pas vous casser la tête entre des recommandations américaines et européennes à 13, 8,5, 13,5, parce que les recommandations européennes, ils disent pour le diabétique, c'est 14, 8,5. C'est pas 9, 8,5. C'est des détails. On retient 14, 9 pour tout le monde, qu'il soit diabétique ou pas diabétique. Le problème qui se pose, pourquoi je vous parle de ça en 2016, c'est que on sait maintenant, depuis 2009 pratiquement, que plus on baisse la tension, plus la mortalité va baisser. Mais il y a un chiffre de tension. Il a vous risquez d'augmenter la mortalité. Et c'est la discussion de 2016. C'est pour ça que je vous ai choisi ça. Et ce point, quel est le chiffre de tension? Il est plus bas, eh bien, on va causer plus de dégâts. Eh bien, il a été dit que c'est 12,7. Seulement, il y a eu d'autres études qui ont dit non, c'est 14,9. Il ne faut pas baisser plus que 14,9. C'est-à-dire, je vous explique, quelqu'un qui a 17, vous traitez pour arriver à moins de 14, c'est-à-dire arriver à 13, 13,5, mais pas à valeur 12. Il y a deux objectifs. Il y a 14, moins de 14 et moins de 12. Et il y a les gens qui défendent le moins de 14 et ceux qui défendent le moins de 12. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez ce jeune homme, façon de parler, il a 55 ans. Si on est jeune à 55, il est jeune, il a une hypertension, son IMC est à 20, il n'a pas de diabète, pas de maladie rénale, pas de maladie coronaire. Est-ce que vous opterez pour lui faire baisser sa tension à moins de 12, c'est-à-dire à 11, ou à moins de 14 ? 14. Ben c'est pour ça que 2016, c'est ce qu'elle nous apporte de nouveau. C'est que quelques mois avant 2016, il y a eu cet article, ce papier qui s'appelle l'étude Sprint, c'est novembre 2015. Elle a réuni énormément d'hypertendus et ils avaient divisé en deux groupes. Soit en adoptant moins de 12, soit moins de 14. Sprint. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, réduction de l'événement primaire de 36% dans le groupe qui a baissé jusqu'à moins de 12 par rapport à ceux qui étaient à moins de 14. C'est-à-dire qu'en baissant beaucoup jusqu'à 12, ça diminue le risque de 36%. C'est-à-dire qu'on est encore dans la pente descendante. Alors que la mortalité totale, et c'est rare de trouver dans une étude réduction de mortalité totale, de 27%. Donc cette étude, elle dit qu'il faut baisser jusqu'à moins de 12. Ça, je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas les recommandations, mais c'est une très grosse étude qui va probablement retentir sur les recommandations prochaines. Je prends un autre individu. Regardez. 55 ans, il est obèse, diabétique, coronarien et pas de maladie rénale. Qu'est-ce que vous opterez, 12 ou 14 ?
Qui est pour 12? Savez? Son 14. Ah, c'est bien. Alors regardez. En 2010, les diabétiques, il y avait l'étude très importante qui s'appelle Accord, qui avait dit que les diabétiques, il a la tension, c'est grave, c'est pas bien. Il faut rester à 14. Eh bien, on a eu une autre étude, elle est 2016, elle date de 2 mois. Mais c'est une très grande étude, elle s'appelle Clarify, elle date juste de 2 mois. C'est l'objectif 12 ou bien 14 chez les patients coronariens, cardiaques. Et ce qu'ils ont noté, c'est marqué en bas, si vous voulez, on peut le lire, c'est que les patients qui ont une hypertension et une maladie coronaire, eh bien, le fait de baisser jusqu'à 12 ou bien moins de 12 ou moins de 7, ça expose à plus de risques cardiaques. Donc, les diabétiques et les personnes qui sont coronariens, il ne faut pas baisser beaucoup leur tension, il faut les garder juste à moins de 14 et pas 12. Donc ceux qui ont dit 14, c'est bien. Je résume ce point. Un jeune relativement qui n'a pas de maladie cardiaque, pas de diabète, rien, HTA isolé, eh bien, il semble que le point, c'est qu'il faut descendre jusqu'à 12. Par contre, une personne qui a un diabète ou une maladie coronaire, eh bien, ce serait plutôt juste un peu moins de 14. Ceci, je vous le répète, ce n'est pas les recommandations, mais c'est 2016. 2016. C'est ce qu'il y a de nouveau en 2016. Ce n'est pas encore sur les recommandations. Peut-être que les recommandations, l'année prochaine, Inch'Allah, ils seront comme ça. Pour l'instant, on dit 14,9 pour tous, mais vous êtes au courant des dernières choses, des derniers objectifs de tension en 2016. Et les personnes âgées, c'est plus que 14,9, c'est 15. Et vous savez que pour les plus de 80 ans, on ne traite que s'il y a plus de 16 de tension. Ça, c'est dans les recommandations. Voilà. Maintenant, on va prendre quelques minutes juste pour dire comment traiter. Eh bien, les recommandations sont un petit peu vagues, puisqu'ils nous disent il y a 3 classes. Vous pouvez commencer par celle que vous voulez. IEC ARA2, c'est les classes système rénine, diurétique, calcique. Choisissez celui que vous voulez, vous commencez avec ça. Si ça ne suffit pas, vous passez à l'association. Il y a une seule remarque, c'est la race noire, où on dit ne commencez pas par l'IEC ou l'ARA2, allez aux 2 côtés. Calcique, diurétique. C'est tout. Et il nous donne tous les choix. Et puis on sait que les recommandations, c'est que après, si ça ne suffit pas, on associe les 3 ensemble, système rénine, calcique, diurétique. Et si ça ne suffit pas, ça s'appellera une HTA résistante. Quand elle a besoin, quand avec 3, elle est toujours là, l'HTA, elle est résistante. Et qu'est-ce qu'on ajoute à ce moment comme 4e médicament? Diurétique obligatoire. Diurétique. Non, il prend déjà un diurétique. Spironolactone. Machi diurétique, c'est la spironolactone en particulier. C'est pas le bêta-bloquant, non, c'est la spironolactone. Et il y a une étude qui s'appelle Pathway. C'est elle qui nous a amené vers la spironolactone en position 4. Elle est claire, c'est une étude qui a 1 an. Et depuis qu'elle est là, c'est formel. En 4e médicament, c'est la spironolactone. Pour la combinaison de médicaments, je voudrais vous présenter cet homme qui a 55 ans, HTA, un IMC à 19. Vous allez donner le système rénine et vous allez ajouter un calcique ou un diurétique. À votre avis? Qui est pour le calcique? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le calcique? C'est le plus efficace. Alors, qui est pour le diurétique? Qui est pour le diurétique? Personne. Alors regardez, en général, quand vous devez donner un diurétique,
qu'est-ce qui vous fait pencher vers le calcique? C'est quand il y a une maladie rénale, une goutte ou un problème prostate pour la chiurie. Et qu'est-ce qui vous fait éloigner du calcique? Qu'est-ce qui fait éloigner du calcique? Quand il a des œdèmes ou une insuffisance cardiaque, et ou auquel cas on ne donnera pas les inhibiteurs calciques qui sont inotropes négatifs, le diltiazem surtout et le verapamil, 2 calciques qu'il ne faut pas donner en cas d'insuffisance cardiaque. Eh bien, cet homme-là, on va choisir le calcique. Vous savez pourquoi? Je l'ai entendu. IMC. IMC, quand vous avez quelqu'un de maigre, le diurétique peut ne pas marcher. Et il vaut mieux donner le calcique quand il est maigre. Quand il est obèse, les deux marchent. Quand il est maigre, il y a de fortes chances. C'est une étude accomplie, surtout quand il y a un diabète. Voilà. Je vous parle, mon dernier malade, et ça va prendre 2-3 minutes. C'est ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est obèse. Ça ne se voit pas bien, mais je vais juste vous dire qu'il a un IMC à 33-34, diabète, maladie coronaire, et il avait 55 ans, on l'a traité, on lui a donné l'association, il a 61 ans, il a une HTA 16, 8,5, IMC 33, diabète, maladie coronaire, et l'année dernière, il a fait un AVC. Et il a une microalbuminémie, et quand on fait l'écho, on voit qu'il a une fraction d'éjection qui commence à baisser, c'est-à-dire un début d'insuffisance cardiaque. Donc diabète, début d'insuffisance cardiaque, début de néphropathie, mais c'est juste encore au stade de microalbuminémie et albuminurie, et surtout, il a fait un AVC l'année dernière et une maladie coronaire. Alors, là, est-ce que vous donnez le diurétique ou le calcique? Diurétique. Le diurétique, le calcique. Alors, dites-moi, le calcique. Le calcique est bon pour la prévention de tout ce qui est accident vasculaire cérébral. Et vu son début d'atteinte rénale, bon, on penche pour le calcique, mais ce n'est pas une erreur si vous donnez le diurétique. C'est pas faux, hein? Si quelqu'un donne le diurétique, c'est pas faux. Anyway, comme on dit, que vous lui donnez le diurétique ou le calcique, eh bien, la question qui se pose aujourd'hui, c'est parce qu'on le revoit après 5 ans, ou d'ailleurs l'AVC l'année dernière, et je m'en veux un peu, je me dis, les médicaments, peut-être que j'ai oublié quelque chose, le mode de vie. Le mode de vie, peut-être qu'on ne lui a pas beaucoup parlé, et on ne lui a pas beaucoup expliqué. Alors, exercice, est-ce qu'il doit le faire ou pas? Est-ce qu'il devait faire un exercice, même s'il a une insuffisance cardiaque débutante? Les dernières recommandations sur l'insuffisance cardiaque, elles sont de 2016. Et elles nous disent que les personnes qui ont un début d'insuffisance cardiaque, regardez, c'est une classe 1, c'est-à-dire il faut un exercice régulier. Je ne lui ai pas parlé de perte de poids. À votre avis, j'aurais dû. Maintenant, je vais lui dire, il faut perdre du poids. Qui est pour aujourd'hui le Qolorat Daf? Levez la main. On dirait que vous n'êtes pas sûr de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, je ne vais pas lui dire de maigrir? C'est bien. Mon temps est écoulé, je vais m'arrêter, je ne vais pas donner la réponse. La réponse, il ne doit pas maigrir. Il y a quelqu'un qui l'a dit? Bravo. Voici, alors si on me donne 1 minute pour conclure, les recommandations de 2016, dès qu'il y a une insuffisance cardiaque qui a commencé, eh bien, regardez ce qui est écrit sur les recommandations. Il est établi que l'obésité est associée à une moindre mortalité à travers l'indice de masse. Donc, plus il est obèse, il y aura moins de mortalité. C'est le paradoxe de l'obésité. S'il vous plaît, je termine, s'il vous plaît. Chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque modérée, obésité, moins de 35,
Weight loss, la perte de poids, cannot be recommended, ne peut pas être recommandé. C'est les recommandations européennes, ça va le protéger. Deuxième raison pourquoi je ne vais pas lui dire de maigrir, c'est que le surpoids et l'obésité sont associés avec une meilleure survie chez les patients qui ont déjà fait un AVC. C'est formel, la conclusion de ce travail. Le surpoids et l'obésité, eh bien, ont une meilleure survie chez les patients qui ont déjà fait un AVC que ceux qui ont un IMC à moins de 25. Donc ceux qui ont déjà fait un AVC, qui ont une insuffisance cardiaque, pour perdre du poids. Donc la réponse, c'est que l'exercice, oui, la perte de poids, no way. Dernière diapo, elle vient de sortir le 1er septembre 2016, la relation entre l'obésité et la survie après un arrêt cardiaque à l'hôpital. Et la conclusion, elle est très claire, très très claire. Les patients qui ont une obésité survivent à un arrêt cardiaque beaucoup plus que les personnes maigres à l'arrêt cardiaque. C'est le paradoxe de l'obésité. Alors, donc j'ai terminé, mais je voudrais terminer par cette diapositive, s'il vous plaît. Elle date également de 2016, juillet 2016. Très grande étude, l'indice de masse et la mortalité dans tous les continents. S'il vous plaît, c'est bon pour les gens qui ont une insuffisance cardiaque, pour ceux qui ont fait un AVC déjà, ceux qui ont fait un infarctus. C'est également prouvé qu'il vaut mieux qu'ils soient obèses, la survie est meilleure. Ceux qui font la dialyse également. 4 groupes. Par contre, ceux qui ne sont pas malades, regardez. Mahd l'IMC qui Z, mahd la mortalité qui Z. Dans tous les continents, si on n'est pas malade, plus on est gros, plus on a de risques de mourir. Je n'ai pas dit qu'il faut grossir. Shukran.